Hier, on a eu une séquence très intéressante sur la démographie, où on a vu, grâce à l'excellente enquête de l'adresse notamment, les besoins d'accompagnement immenses qui nous attendent au vu de la progression démographique. Donc, je rappelle quelques chiffres. Les personnes âgées de 85 ans et plus, qui sont un peu plus de 2 millions aujourd'hui, seront près de 5 millions en 2050. Et entre 2030 et 2050, le nombre de personnes âgées modérément ou sévèrement dépendantes devrait évoluer de 2,2 à 2,9 millions de personnes. Je vais vous passer la parole, Maëlys Le-Baillon, en premier, puisque c'est vous qui savez quelle offre se prépare pour demain, puisque c'est la CNSA qui a à la fois le financement et normalement la programmation de l'offre pour personnes âgées. Expliquez-nous, dans ce contexte démographique que je viens de décrire, que tout le monde a en tête depuis ces 2 jours d'assises, quelle offre se prépare? Vers quel type de structure vont les financements de la branche autonomie? Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Ravi d'être à nouveau à vos côtés cette année avec ce panel de haut niveau. Peut-être ne pas avoir la prétention d'ailleurs de savoir seul ce dont la France et les Français ont besoin. La CNSA n'a évidemment pas les capacités à se projeter sans les administrations, sans les conseils départementaux qui connaissent les territoires et sans les professionnels que vous êtes pour construire une offre qui respecte, 1, les choix de vie des Français et 2, les capacités des territoires à se structurer. Donc c'est le préalable que je souhaitais faire. Une fois dit ces quelques mots, et malgré le fait que nous soyons aux assises nationales des EHPAD, celles et ceux qui lisent mes interventions depuis quelques mois ne seront pas surpris. Je crois qu'entre le domicile historique et l'EHPAD, il faut qu'on assume collectivement qu'il nous manque un segment extrêmement structurant de notre offre d'habitat, je parle bien de logement et d'habitat, qui est l'habitat dit intermédiaire, regroupé, partagé, trouvez le terme qui vous sied. Et c'est ce à quoi s'attelle la Caisse, son conseil, les services depuis un peu plus d'1 an, d'essayer de se dire comment cet habitat peut être revitalisé. On parle ici des résidences autonomie, des résidences services seniors, de l'habitat intergénérationnel, de l'habitat inclusif évidemment, de l'accueil familial, qui aujourd'hui est un modèle dépassé pour beaucoup juridiquement, économiquement. Il nous faut soutenir massivement, on a su le faire lorsqu'on a construit les EHPAD dans nos territoires. Je pense qu'aujourd'hui le vrai défi qui est devant nous, c'est de construire cette offre nouvelle à l'échelle des maires, à l'échelle des départements, en lien avec ces maires, ces EPCI, et à l'échelle évidemment des souhaits des Français. Il ne s'agit pas de construire une offre qu'ils ne souhaitent pas. Je pense qu'aujourd'hui, le décalage du domicile historique vers un habitat regroupé partagé ne se fera que si on accompagne les Français dans ce choix. Donc c'est une décision qu'on doit faire aussi en amont, de sensibilisation. Moi, je crois personnellement beaucoup au rendez-vous autonomie à 70, 75 ans qui permettent de poser les choses, de construire ensemble les scénarios qui peuvent être les nôtres dans le vieillissement. Et puis évidemment, je ne vous dirai pas que nous n'avons pas à investir sur la prévention, je crois que c'est un élément tarte à la crème, mais l'adresse vous l'a montré, la prévention ça marche. On est en train de réviser nos chiffres, et donc il faut massivement que nous continuions à investir dans la prévention de la perte d'autonomie pour que le domicile historique, qui est le choix premier des Français, soit celui où ils vivent le plus longtemps. Donc le fait qu'il n'y ait pas de plan de création de places d'EHPAD, c'est totalement assumé, parce que vous faites le pari qu'il n'y en aura pas besoin de plus qu'il y en a aujourd'hui, et que donc toutes les personnes qui auront besoin d'un accompagnement pourront l'être via le domicile, enfin pourront avoir un accompagnement à domicile ou via des structures hybrides entre le domicile et l'EHPAD. C'est ça que vous dites? Ce que je dis, c'est qu'on a fait un choix gouvernemental il y a quelques années déjà de limiter le nombre de places d'EHPAD et que quand on interroge les Français, et l'adresse à partager les chiffres, qui sont des enquêtes pluriannuelles intéressantes qu'il faut exploiter, on sait que massivement les Français souhaitent vivre au domicile. Pour moi, le domicile, je l'entends dans une version élargie. Et pourquoi se priver de construire cette offre qui correspond à leurs souhaits? Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin de calibrer dans les EHPAD les moyens nécessaires pour accompagner ceux qui ont le plus besoin d'intensité d'accompagnement. Plutôt que de parler de cases, j'essaie de profiler les solutions qu'on va offrir aux Français en termes de logement, en intensité d'accompagnement. Plus on en a dans une forme d'intensité, plus on doit regrouper les personnes et les personnels, surtout
Ma grande crainte, je vous l'ai dit l'année dernière, je le redis cette année, c'est pas tant les moyens financiers, peut-être que le député Jérôme Gage pourra abonder sur les besoins de moyens financiers, mais c'est que face à nos moyens financiers, nous ne trouvions pas les professionnels pour nous accompagner, que ce soit ceux du soin, de l'accompagnement à domicile. Et donc à un moment, il faut aussi qu'on arrive à segmenter une offre qui permette le regroupement des personnes, y compris sur le domicile. Et est-ce que cette manière de voir les choses va être suffisante quantitativement ? Puisque je le disais, le nombre de personnes âgées concernées va fortement augmenter. Donc est-ce que un habitat inclusif par-ci par-là, ça suffit en fait ? Non, c'est une politique massive. Je vous ai parlé de la politique de création des EHPAD. Je pense que c'est de la même teneur. On a des municipales en 2026. On a peut-être quelques maires et quelques représentants de CCS autour dans la salle. C'est de la même nature. C'est construire une offre qui répond aux besoins de notre population. Ils souhaitent rester dans leur commune, dans le cœur de ville, dans le cœur de bourg en ruralité. Ils ne veulent pas partir à l'autre bout du canton, l'EHPAD est structuré. Donc, c'est un parcours en fait. Ce qui ne veut pas dire que l'EHPAD s'isole du reste de ces logements. Les centres de ressources territoriaux, vous en avez parlé je crois ce matin ou hier, mais c'est aussi l'occasion de se dire comment on étaye le domicile, entendu dans une version large, avec les professionnels qui se mobilisent avec leur expertise pour monter en compétence ces situations. Je crois aussi profondément que l'hospitalisation à domicile doit être renforcée, en complément de ce que je dis là. On ne peut pas ne pas fournir les soins nécessaires pour permettre aux gens de rester le plus longtemps possible chez eux. Ce qu'il faut, je crois que Marguerite Cazeneuve a dû insister là-dessus, c'est aussi éviter les hospitalisations inutiles de ces publics et le maintenir les plus longtemps possible dans le domicile. Voilà, c'est une position qui peut paraître dogmatique, mais moi je pense qu'elle est réaliste au regard des enjeux qu'on a partagés depuis ces 2 jours. Olivier Richoux, pour les départements, voilà, votre avis par rapport à ces orientations, est-ce que ça vous convient, vous voilà, sur votre territoire, vous pensez que c'est une bonne idée de faire comme ça, et aussi, est-ce que ça va répondre aux besoins quantitatifs ? Moi d'abord, ce qui nous convient, c'est ce qui convient à nos habitants. Et je crois que Maëlie l'a dit, il y a effectivement cette appétence assez naturelle à rester dans un environnement habituel. Moi, l'enseignement que je tire cette année de ces assises, c'est les chiffres qui ont été présentés aujourd'hui et que je trouve assez nouveaux dans leur approche. Quand 85% des directeurs interrogés disent que l'établissement va être de plus en plus médicalisé, c'est pas ce que nous entendions toujours, avec cette idée généreuse d'un EHPAD ouvert sur la ville, permettant d'accueillir tout le monde. Alors ça peut se rejoindre, et je pense qu'il faut que ça se rejoigne lorsque l'EHPAD doit être la tête de pont de l'offre gérontologique sur un territoire, mais on voit bien qu'inéluctablement, la médicalisation est en marche, puisqu'elle est perçue par les directeurs aujourd'hui à 85% comme inéluctable. On voit que l'EHPAD continue à souffrir, financièrement peut-être un peu moins qu'avant, mais continue globalement à souffrir, que les directeurs d'EHPAD, pour plus de 50%, ne veulent pas continuer à faire ce métier-là, ce qui n'est pas très rassurant. Et donc on est encore en crise. Et je ne crois pas qu'on ait stabilisé aujourd'hui notre modèle. Et que ce modèle, il va forcément devoir intégrer par rapport au nombre de personnes qui arrivent, cette dimension domiciliaire. Ce qui reste, à mon avis, indispensable, c'est que, je veux dire, on a presque intérêt à refaire le PAERPA pour les plus anciens. Vous avez sans doute dû entendre déjà cette terminologie un peu ancienne. Mais il faut que, par bassin de vie, on arrive à organiser le parcours des personnes âgées. Et moi, je crois beaucoup au service public départemental de l'autonomie qui globalement commence à se mettre en place pour que tous les acteurs rassemblés à l'échelle départementale et ensuite par bassin de vie puissent construire ensemble une offre. Moi, on a le cas dans mon département en ce moment où on est en train de se bagarrer parce qu'il y a eu un appel à projet de l'ARS pour créer une place d'accueil de nuit sur tout le département de la Mayenne. Mais ce qu'il faut, c'est que dans chaque bassin de vie, on laisse de la liberté aux acteurs pour ensemble dire comment est-ce qu'on se répartit des places d'accueil temporaires indispensables et qu'on simplifie notre organisation. Je pense qu'on ne s'en sortira pas en ce moment avec les belles mesures que l'on prend, qui sont bien, hein, la fusion des sections,
sur le domicile l'enveloppe pour la mobilité. Faut qu'on arrive à changer de modèle, je pense. Et ça, c'est un enjeu important à mettre en place maintenant pour être prêt en 2030, parce qu'il faudra bien quelques années pour que ça soit en place. Mais vous avez l'impression que là, on est en train de réfléchir à changer le modèle ? Non, pour l'instant, on fait des demi-mesures, parce qu'un changement de modèle, je pense que tout le monde y est prêt. C'est comme sur beaucoup de sujets, on a eu beaucoup de rapports et beaucoup de puissances intellectuelles qui ont été mises en œuvre. Maintenant, il faut qu'après peut-être un dernier grand débat, alors pas le grand débat des Gilets jaunes, hein, mais après un dernier grand débat avec tous les acteurs, on puisse effectivement définir une nouvelle organisation. Moi, je regarde par exemple sur un dossier par ailleurs que je suis, qui est le dossier des pompiers. Il y a eu ce qui s'est appelé le Beauvau de la sécurité civile, où tous les acteurs ont été entendus pendant 6 mois avec des conférences, etc. Un livre blanc vient de sortir et maintenant on attend du gouvernement qu'il fasse des choix. Il faut que sur la question du grand âge, on ait cette même dynamique qui se mette en place et qu'on ne fasse pas des petits ajustements comme on est en train de le faire. On bricole un peu, hein, pardon l'expression, et je participe au bricolage, hein, entre guillemets, en expérimentant par exemple la fusion des sections. Mais je pense qu'il faut aller au-delà, il faut véritablement bâtir un nouveau modèle. Ouais. Jérôme Guedj, même question, voilà, sur cette vision de, j'imagine que vous êtes d'accord, le continuum, le domicile, l'habitat intermédiaire, les EHPAD, mais bon, c'est un peu tout ce qu'on dit depuis plusieurs années. Voilà. Au cinéma, ça s'appelle Un jour sans fin. Vous savez, le film avec Bill Murray, là, La Marmotte. On se réveille tous les jours et on est dans une faille spatio-temporelle où on ne peut pas sortir de cette journée qui n'en finit pas. Je dis ça parce que, d'abord, je veux m'excuser auprès de l'ensemble des participants parce que malheureusement, je devrais partir avant la fin de la table ronde parce que la période est un petit peu compliquée, mais je tenais, en fidèle des assises des EHPAD, quelles que soient les vicissitudes de la vie politique ou de la vie tout court, à être présent. Mais en arrivant ici, je me disais, qu'est-ce que je vais dire de très différent de ce que j'avais dit l'année dernière ? Non pas qu'il ne s'est rien passé en une année, mais c'est plus dans la logique des petits pas que, non pas dans le grand soir, mais dans ce que quand même on est plusieurs à appeler de nos voeux depuis des années, c'est-à-dire un changement de braquet dans le regard politique et donc de la société tout entière sur les enjeux du vieillissement. Le rendez-vous a été raté. On a essayé de l'appeler de nos voeux, parler du Parlement. Il y a 1 an et demi, les parlementaires, à l'unanimité, ont demandé aux législateurs, à l'exécutif, de présenter un projet de loi de programmation sur le grand âge, précisément pour sortir de cette logique annuelle et de séquençage. Bon, ben voilà, c'est l'illustration du déséquilibre de la Ve République. 100% des parlementaires à l'Assemblée et au Sénat, c'est un article qui figure dans la loi Bien vieillir, ont demandé à ce que soit présentée avant le 31 décembre 2024 une loi de programmation sur le grand âge, et l'exécutif s'est gentiment assis sur cette demande unanime des parlementaires qui ne faisaient que relayer ce qu'eux-mêmes vivent dans leur circonscription, dans leur engagement politique. Donc on a Sciatus. Alors encore une fois, je ne suis pas là pour charger, on est dans une période bizarre, on est en lévitation politique, donc il n'y a pas de gouvernement, on est à quelques jours de la présentation d'un PLFSS, on n'a pas le début de commencement de ce qui va y figurer, y compris dans les trajectoires. On n'a pas d'informations. Non, mais de toute façon, la période est plus que baroque. Et je le dis d'autant plus d'où je parle. Au début de l'année, j'ai fait partie de ceux, avec ma formation politique, qui ont souhaité offrir une forme de stabilité au pays en négociant des éléments avec l'exécutif. Pour la petite histoire, je le dis parce qu'on n'avait pas eu le temps d'en parler, parce que c'était un des sujets qu'on avait évoqué l'année dernière quand on parlait du fonds d'urgence sur les EHPAD en difficulté. Dans les négociations qu'on a menées, et j'avoue avoir mené personnellement avec la ministre Catherine Vautrin à l'époque, on avait obtenu le triplement de ce fonds d'urgence, donc c'est 300 millions, même si
Il n'y a que 250 millions d'euros qui sont décaissés. C'est le principe de la régulation et des gels de crédit par Bercy. Et tant mieux, parce que moi j'entends parler dans mon département, ça y est, les crédits sont délégués, sont notifiés, et là, dans la campagne d'octobre-novembre, ils vont arriver. C'était le minimum qu'il fallait pour sauver un certain nombre d'EHPAD en difficulté. Bon bref, je prends cette illustration-là pour dire, on peut faire des petites prises d'avantage à tel ou tel moment, mais surtout quand il y a les urgences qui sont telles, mais on peut continuer longtemps à arroser du sable, aussi longtemps qu'on n'aura pas, en effet, cette approche. Et je me répète, et là j'ai vraiment l'impression d'être dans le jour sans fin, cette approche transversale, holistique, panoramique des sujets du vieillissement, qui ne sont pas uniquement d'ailleurs des sujets médico-sociaux, mais qui sont des sujets sociétaux. Je crois que déjà l'année dernière, j'avais rendu hommage à Aurore Berger, qui dans son passage éphémère au ministère en charge des solidarités, avait eu une intuition politique qui correspondait à ce que beaucoup appelaient de leur vœu, mais qui a fait pchit assez rapidement, puisqu'elle avait dit, mais en plus de la loi Bien vieillir qu'avait portée notamment Annie Vidal et d'autres, il faut qu'il y ait une stratégie nationale du vieillissement. Donc elle avait réuni, Salle Larocque au ministère, l'ensemble des ministres. C'était la première fois qu'on avait des ministres, le ministre du Logement, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le ministre des Transports, qui disaient on va réfléchir à la manière dont on intègre dans nos politiques publiques un volet vieillissement qui participe, parce qu'il y a un continuum pour le coup, de la prévention de la perte d'autonomie. Je trouvais cette idée, en tous les cas, nous, ça fait longtemps qu'on la martèle à quelques-uns, mais on avait un début de prise de conscience. Ça s'est aussi vite déballonné que ça a été mis sur la table. Donc voilà, j'avais dit l'année dernière que j'étais un peu dépité, parce qu'on n'a pas réussi à franchir le mur du son du rapport de force politique sur ces questions. Comme j'ai un naturel optimiste, je me dis que si d'aventure le nouveau Premier ministre souhaitait ouvrir et que ses interlocuteurs en face étaient ouverts à une discussion, à condition que lui-même fasse des avancées significatives sur des sujets qui sont au cœur de l'actualité, le pouvoir d'achat, la justice fiscale et quelques autres sujets, vous suivez les journaux, mais qu'on pourrait, si d'aventure il y avait cet espace de négociation, peut-être remettre dans la liste des courses des sujets très vie quotidienne en réalité, les autres le sont tout autant, mais que peut-être il y a une fenêtre de tir. Alors elle se heurtera, elle se fracassera comme toujours sur la question du financement, qui est évidemment le rayon paralysant du moment, mais il faut ouvrir, et là ça a été dit par Olivier, tout ça a été très documenté. Depuis le rapport Vacher en 2019 sur le financement de la branche autonomie, avant même en 2020, sur le financement de la branche autonomie avant même qu'elle soit créée, au moment où elle était créée, la boîte à outils, elle existe, et pour l'instant, il y a une sorte de refus d'obstacle de dégager, je fais plaisir à Marc Bourquin parce que je sais que c'est une de ses marottes, par exemple la mobilisation des successions qui vont s'amplifier avec le vieillissement de la population et donc la massification des décès, que c'est une manière, puisqu'on parle souvent de liquéfier le patrimoine des personnes âgées, plutôt que de le faire de leur vivant, de dire on le mobilise pour financer la branche autonomie, et je suis à peu près certain que politiquement et dans la société, c'est des sujets qui pourraient être entendus. Mais pour l'instant, on a un mur à Bercy et peut-être ailleurs qui s'y oppose. Donc, ici, il n'y a que des militants de l'âge. Et juste sur la programmation de l'offre, quel regard vous avez ? Sur ce point, je peux avoir moi un bémol. Je me souviens d'un rapport qu'a fait un haut commissaire devenu Premier ministre, qui avait d'ailleurs travaillé avec Planète Grise, sur justement la planification des besoins de l'offre. Bon, il y avait quand même l'identification, nonobstant les progrès en matière de soutien à domicile ou d'offres alternatives d'habitat intermédiaire et autres, sur le fait qu'on ne sortira pas tous les GIR 1 et 2 des EHPAD, et que la massification des GIR 1 et 2, elle va aussi arriver, et qu'il y aura besoin probablement de quelques... Je suis incapable de le quantifier, mais ce n'est pas une règle de 3 par rapport à la prévalence de la dépendance, mais je ne sais plus si c'était 30 ou 40 000 places d'EHPAD qui avaient été identifiées comme un besoin à l'horizon 2030. Donc, alors l'adresse l'a quantifiée hier, elle nous a dit qu'il faudrait 270 000 places d'EHPAD d'ici 2050 et
Pardon ? Non, parce que j'ai dit 2030, c'est pas le bon chiffre. Ouais, C'était pas sinon, on serait très en retard. Et 50 000 places de résidence autonomie. Et si on décide qu'en fait, il ne faut pas faire de places d'EHPAD, il faudrait 320 000 places de résidence autonomie d'ici 2050. Autant dire qu'on est quand même un peu loin de tout ça. Oui, puis surtout, dire des places d'EHPAD, c'est pas forcément créer des nouveaux établissements. C'est aussi dégager de l'offre qui permet la modernisation et la transformation d'une partie des établissements, parce que dans le modèle économique de ceux-ci, le fait d'avoir des places supplémentaires permet justement, c'est accompagner. Je disais qu'il n'y a pas rien qui ne s'est fait. On a parlé du SPDA, ça va évidemment dans la bonne direction. Je pourrais vous parler des CRT, des centres de ressources territoriaux, où l'exercice est engagé, mais à un rythme qui ne correspond pas à l'ambition qu'on pouvait espérer les uns les autres quand on s'est dit l'EHPAD de demain, l'EHPAD plateforme va être justement une des réponses qui va permettre à la fois de traiter les résidents, d'accompagner les résidents de l'EHPAD dans de meilleures conditions et surtout les fragiles qui vivent à proximité. On en a parlé hier. Ouais. Je n'en doute pas. À la MEX, on a fait une évaluation de cette disposition sur les CRT et c'est le fait d'avoir aussi des places d'EHPAD disponibles pour pouvoir accompagner la transformation d'un certain nombre d'établissements pour leur permettre d'être des CRT qui peut être nécessaire. Donc moi, je serais un peu moins fermé. Il y a besoin de cette souplesse, de cette inventivité. Mais là, pardon de le dire, mais l'urgence du quotidien entre les difficultés de recrutement, le moral en berne des uns et des autres, l'absorption des coûts, de l'inflation, des différentiels de coûts entre établissements en fonction de la nature juridique. Enfin, il y a toute une série de sujets qui font que les gens sont la tête sur le guidon et que leur demander en même temps de gérer l'urgence et la survie parfois en trésorerie de leur établissement à 3 mois ou à 6 mois et en même temps se projeter dans une transformation d'offres, c'est un petit peu compliqué. Donc, vous faites la transition superbe parce qu'on va maintenant passer la parole aux fédérations. Et je m'excuse encore auprès d'elle parce que mais on se parle régulièrement. Voilà. Merci beaucoup Jérôme. Annabelle Vec, vous êtes donc directrice de la FNADEPA. On va rester sur cette question de la programmation de l'offre. Quel regard vous avez sur la manière dont la CNSA envisage l'avenir, puisque pour l'instant, en l'absence de gouvernement ou de ministre qui aurait d'autres idées, c'est la CNSA qui donne le là avec ce qu'elle a et comme elle peut. Comment qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est votre vision ? Bonjour à tous. Sur la question de la planification de l'offre, on voit effectivement, par rapport à ce qu'ont évoqué les différents orateurs juste avant, qu'on a des scénarios plus ou moins optimistes ou pessimistes, je ne sais pas comment on doit le dire, en tout cas des scénarios qui divergent, avec certains qui imaginent que le domicile va pouvoir répondre à toutes les demandes. Marguerite Cazeneuve tout à l'heure qui disait bien qu'à un moment ça pouvait aussi poser difficulté à la fois pour les professionnels qui interviennent. On sait que l'EHPAD est forcément une solution nécessaire qui va continuer d'exister, même si ça ne convient pas toujours à certains détracteurs. Et qu'au milieu, effectivement, on a cette offre d'habitat intermédiaire auquel on croit beaucoup. On en a souvent échangé avec la FNADEPA et avec Départements de France. Et on considère effectivement qu'il va falloir mettre le paquet là-dessus. Dans les chiffres qui étaient évoqués par Valérie tout à l'heure et projetés par l'adresse, on voit bien qu'il y a un écart terrible entre finalement les besoins et l'effort qui est fait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que dans le scénario où il y aurait 300 000 places de résidence autonomie à créer, pour redonner le chiffre de cette année, Maëlique me contredira si je me trompe, on a créé 6 000 places, ou en tout cas 6 000 nouvelles places de résidence autonomie ont été programmées pour cette année. Donc il y a un retard, ou en tout cas un besoin d'accélérer un petit peu, ou plutôt d'accélérer fortement sur ce sujet-là qui est évident. Pour en revenir sur ce sujet de la planification de l'offre, je pense qu'il faut évidemment partir des besoins des Français et à la fois travailler avec les acteurs de terrain qui, au quotidien, vont avoir l'intuition d'accompagner certains profils. Je pense par exemple à une directrice qui m'a dit cette semaine qu'elle voulait se spécialiser avec une unité Korsakoff, mais qui n'arrive pas à bénéficier de cette reconnaissance-là, alors que ça fait 10 ans qu'elle a des résidents de la France entière qui viennent. Donc il faut qu'on arrive à sortir de ces cases-là. On voit aujourd'hui que dans les départements, parfois il y a beaucoup de résidences autonomie, beaucoup de résidences services seniors. Dans d'autres départements, il y en a peu. Et la CNSA, avec toute sa bonne volonté, veut créer certains dispositifs sans forcément avoir la main sur ceux qui ferment. Il y a quelques mois, j'échangeais avec des adhérents des Yvelines dans les résidences autonomie. J'avais 3 directrices qui me disaient « on ferme d'ici la fin de l'année ».
Et j'imagine qu'à aucun moment, la CNSA ou le département des Yvelines n'a pu davantage accompagner ces structures pour qu'elles ne ferment pas. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on en est au moment où on doit planifier l'offre de demain, mais on doit aussi soutenir l'offre d'aujourd'hui. On a des établissements et des services qui doivent se transformer, qui essayent de le faire, qui innovent au quotidien, qui ouvrent leurs établissements sur l'extérieur. Je suis convaincue aussi qu'on le voit avec les courbes de pathos, de GMP, de PMP, on voit bien qu'on a des résidents plus âgés, plus en perte d'autonomie dans les établissements. Donc oui, la médicalisation, c'est une réalité. Mais médicaliser, ça ne veut pas dire oublier la porte d'entrée principale et ce que sont les EHPAD, d'abord des lieux de vie. Des lieux de vie dans lesquels on a besoin d'ouvrir les portes pour faire intervenir des actions culturelles, pour faire venir des professionnels de santé, pour donner des cours de danse à des familles et à des gens de la ville, d'ouvrir les portes, de maintenir ces structures dans la cité pour véritablement que le grand âge soit au cœur de nos politiques publiques. Et ça dit quoi? Ça dit que planifier l'offre, c'est évidemment l'adapter aujourd'hui, penser celle de demain, et qu'il va falloir relever ces deux défis à la fois. Je rejoins les interlocuteurs avec toutes les prises de parole qui ont été dites juste avant. On est à un moment où des dizaines de propositions, des centaines, on a dépassé les 800 propositions, j'ai arrêté de compter, ont été faites. Je crois qu'il y a 7 ou 8 ans, à la FNADEPA, on avait créé un slogan « Stop au blabla, faites notre loi ». Bon, je pense qu'on pourrait le recycler. On en est encore là. On est tous convaincus ici, sur scène, dans la salle, que c'est le moment de donner le grand coup d'accélérateur sur la politique de l'autonomie. Je crois que le moment politique est peut-être opportun, qu'effectivement, on vit dans un moment baroque, comme le disait Jérôme Gage, et qu'il y a peut-être un sujet qui peut réunir et fédérer, même s'il est coûteux, c'est celui du grand âge. On a tous des vieux dans notre famille, on a tous des vieux autour de nous, et on se doit de préparer notre société au vieillissement. Pourquoi? Parce que si on ne surfe pas sur la vague du grand âge, on va se faire couler. Et la réalité, elle arrive très vite. Elle arrive en 2030. Donc, stop au blabla et place aux actes. Merci Annabelle. Je poursuis la discussion avec vous, Jean-Christophe Amarantini, au CINERPA. Vous avez des adhérents domicile, des adhérents EHPAD. Donc, cette filière, ça vous parle normalement. Comment vous appréhendez en fait cette manière d'envisager l'offre, telle que Maëlys Le Baillon l'a expliqué? Est-ce que vous avez l'impression que les articulations entre domicile, habitat intermédiaire et EHPAD sont bien prises en compte? Est-ce que tout ça, le mécano s'agence bien ou pas? D'abord, merci pour votre invitation. Donc, très heureux d'intervenir aujourd'hui. Alors, je ne vais pas être très original. Donc, on a un constat. On sait que les besoins vont exploser. On sait que le maintien à domicile, il est souhaité par la majorité de nos concitoyens et ça va encore augmenter. Mais on sait également que les EHPAD existent, ont besoin d'être aidés, renforcés, médicalisés, puisqu'ils vont continuer à remplir une mission importante et encore très longtemps, puisqu'on sait tous que le maintien à domicile, à moins qu'il y ait un grand bouleversement et notamment des financements spécifiques, ont certaines limites et que donc l'EHPAD est en recours. Donc, moi j'ai envie de vous dire que, et d'ailleurs le CINERPA depuis 25 ans, en tout cas ces professionnels, ces adhérents se mettent en ordre de bataille, puisque le virage ambulatoire, on a commencé à le prendre depuis maintenant 10-15 ans. Donc les EHPAD se sont tous, en grande majorité, ouverts vers l'extérieur, en pratiquant de l'accueil de jour, en pratiquant de l'hébergement temporaire, même depuis quelques années en répondant à des appels à projets sur du CRT. On a énormément d'adhérents, de gros adhérents qui se sont diversifiés, qui se sont déployés sur le champ du domicile. Et bien entendu, les petits derniers, c'est donc l'habitat inclusif, l'habitat intermédiaire, les résidences seniors, les résidences autonomie qui sont de plus en plus importants à nous rejoindre. Et donc, dans cette espèce de filière totalement fluide, organisée, structurée, on essaie de répondre aux besoins de l'ensemble de nos concitoyens. Bon, une fois que je vous ai dit ça, on ne peut que, même si vous m'avez demandé d'être aujourd'hui concret et d'être optimiste, on a quand même un certain nombre de difficultés en termes de
de surcharge administrative, de manque de simplification, de manque de visibilité, parce que les opérateurs de terrain, et quel que soit leur métier, les établissements, les services à domicile, sont au quotidien confrontés à des difficultés incroyables auxquelles ils n'arrivent pas à répondre. Et malheureusement, souvent, ce sont des verrous administratifs qui font que, donc pas forcément des moyens supplémentaires à donner, des verrous administratifs qui font que, je peux vous prendre des exemples du champ du domicile, hein, on sait pertinemment, on en parle régulièrement, que les services autonomie ont du plomb dans l'aile et ont du mal à se déployer. On sait qu'au niveau des établissements, même si certaines évolutions réglementaires récentes sur, par exemple, le déploiement des autorisations sur l'accueil de jour, parce qu'on milite pour tout ce qui est simplification des autorisations, autorisation unique. Donc là, on en parlait avec Olivier Richefouille hier, on a obtenu il y a quelques semaines la possibilité pour certains établissements de moins de 60 lits, de 60 lits au maxi, de redéployer leurs autorisations en accueil de jour. C'est très bien, c'est ce qu'on demande, hein. On milite pour cela depuis plusieurs années. Bon, sauf que pourquoi 60 lits ? Pourquoi 60 lits ? Pourquoi, alors que ce n'est pas le sens de l'histoire, les petites capacités, il y en a, il en faudra encore, mais on sait bien que malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, la tendance va sur des grosses capacités. Donc, on a, j'ai envie de vous dire, en pré-conclusion, il faut faire confiance, sans moyens supplémentaires, aux opérateurs de terrain, au terrain, hein, je rejoins ce qu'a évoqué Annabelle, les équipes, les directeurs, ils sont toute la journée au contact de cas concrets, ils sont pleins d'idées, et il faut leur faire confiance. Donc il faut que la puissance publique accepte de faire confiance au terrain, en libérant un peu, en simplifiant, et en faisant confiance tout simplement. Et voilà, et donc ce serait mon premier message, Merci. La confiance. Merci beaucoup. Charles Guéprat, je vais vous donner la parole. J'imagine que ce message sur la confiance et la simplification, ça vous va aussi très bien, mais je voudrais profiter du fait que la FEAP soit une fédération médico-sociale et sanitaire pour qu'on n'oublie pas le sanitaire dans cette discussion, puisque ce qui se passe dans le sanitaire a un impact aussi dans le médico-social. Donc, voilà, comment vous, de votre fenêtre, vous voyez cette discussion sur la programmation de l'offre, voilà, avec votre double casquette, qui peut changer un petit peu la donne. Alors oui, merci beaucoup de me poser cette question, parce que c'est effectivement un point très important pour nous. Ça a été d'ailleurs abordé par le directeur général de la CNSA dans son propos introductif. Il faut mettre fin à l'isolement du secteur médico-social et du secteur du grand âge en particulier vis-à-vis des structures sanitaires, et il faut absolument arriver à créer ce décloisonnement entre les univers médico-sociaux et sanitaires. Ça nous paraît absolument fondamental, parce que ça vient perturber et polluer les activités des uns et des autres, d'une part. Donc les hôpitaux souffrent de l'arrivée impromptue et non régulée de personnes âgées qui sont pourtant, et il faut quand même s'en souvenir, ce qui va devenir leur cœur de métier, voire leur principale clientèle. Hein. L'exception, ce sera des gens jeunes, en bonne santé, avec des maladies très graves. La norme, ce sera d'avoir des personnes qui sont âgées de plus de 65, plus de 70 et plus de 75 ans. Et il faudrait sans doute un petit peu gériatriser le système de santé. C'est encore un autre sujet plus hospitalier, mais qui est un vrai enjeu. Donc la protection du système de santé à travers justement une médicalisation, on en a parlé sur les EHPAD, mais aussi une médicalisation plus légère et plus adaptée. On discutait des HAD, notamment en EHPAD, de sujets de transformation de certaines offres qui sont aux confins du sanitaire et du médico-social, comme les unités de soins de longue durée, qui est un vrai sujet intéressant, qui ne coûte pas d'argent, qui sans doute peut en faire gagner, parce qu'on cherche aussi des solutions pragmatiques, acinétiques, rapides, et qui ont des effets directs sur la qualité du soin et du continuum, sont des sujets vraiment intéressants. Et là encore, je partage, tous les rapports ont été rendus, toutes les feuilles de route sont déjà prêtes sur ces sujets. Il faut y aller, et il faut sans doute, vous le disiez aussi, accepter une forme de simplification. Est-ce qu'il va falloir coordonner les coordonnateurs, parce qu'on aime bien empiler les dispositifs de coordination. On parlait tout à l'heure, M. Richefou parlait de bassin de vie. Est-ce qu'il ne faudrait pas repartir de l'échelon de base du bassin de vie de 50, 100, 150 000 habitants, et de se dire,
de manière pragmatique, on déploie des choses, on utilise ce qui existe. Alors, il y a des CRT, il y a des DAC, il y a des CPTS, il y a plein de choses qui existent sur le terrain et on essaie de créer ces écosystèmes qui mêlent, si possible, un peu de médecine libérale, un peu de pharmacie d'officine s'il en reste, et les établissements, évidemment, sanitaires et médico-sociaux. Et puis aussi, on a vu hier qu'en termes de financement, les hospitalisations de personnes âgées, les hospitalisations évitables de personnes âgées peuvent ramener aussi des sous qu'on pourrait réinjecter dans le système de manière vertueuse. Marc Bourquin, pour la FHF. Un petit mot de commentaire sur l'offre aussi de votre part, mais j'aimerais aussi qu'on recentre notre propos sur les EHPAD, puisque vous l'avez tous dit, en fait. Et puis hier, il y a le PDG d'Univi qui parlait de cheval mort, enfin on était arrivé au bout d'un système. Voilà, donc je voudrais à la fois votre commentaire sur l'offre et aussi qu'on parle vraiment du modèle économique de l'EHPAD et où on en est malgré les réformes. On en a parlé hier, la fusion des sections, le fait qu'on puisse augmenter les tarifs pour l'aide sociale, etc. Enfin voilà, il y a des petites choses qui sont là pour donner un peu d'air aux gestionnaires, mais en attendant, on a toujours un problème de modèle économique. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'aimerais pouvoir faire un message d'espoir en disant, en reprenant certains des éléments que vous mettez en avant. Oui, c'est vrai. Même si ça n'a pas toujours fait consensus, le tarif différencié, s'il est adossé à des questions de différence de revenus, c'est une mesure de justice sociale et oui, ça amène quelques marges de manœuvre. C'est une avancée. Il faut souligner les choses qui progressent. La fusion des sections, je suis convaincu que c'est à la fois une mesure d'équité entre les territoires, puisqu'il n'y aura plus de différence telle qu'elle pouvait exister entre les différents territoires en termes de forfait dépendance. Et puis c'est une simplification, je pense que personne ne le contestera. Petit point quand même, ça ne se joue pas en 2026, mais il va falloir être très unis dans le secteur pour que la généralisation ait bien lieu en 2027. J'ose pas imaginer ce qui se passe si on ne généralise pas en 2027. Je ne sais pas si vous imaginez. Mais effectivement, c'est une avancée. Ça a été dit aussi, le déploiement des centres de ressources territoriaux, mais il faudrait aller beaucoup plus loin. On ne va pas rentrer dans la technique aujourd'hui. Il faudrait pouvoir les moduler, il faudrait pouvoir en faire des acteurs du dépistage des fragilités. Pourquoi pas utiliser l'EHPAD qui est partout dans les territoires pour déployer, pour atteindre ces objectifs très ambitieux, non pas seulement de dépister, mais d'agir derrière. Parce que si dépister, c'est bien, mais si on n'agit pas derrière, ça n'avance pas beaucoup. Tout ça, c'est des choses qui peuvent avancer. Mais il y a quand même, au-delà du fait qu'on... Et Jérôme Gage, qui est parti, mais l'a dit très bien, on vote à l'unanimité dans les deux chambres le principe d'une loi de programmation. La ministre en charge à l'époque, Mme Aurore Berger, et la première ministre disent on va y aller. On fixe même une date. C'était ici. C'était prévu ici, le 19 janvier 2024. Et puis, plus rien. Donc ça, c'est quand même un grand sujet d'inquiétude et de regret que les pouvoirs publics, finalement, encore une fois, aient calé dans la cote. Mais ça va plus loin. Et là, je voudrais m'appuyer sur ce qu'a dit, alors on pourrait aussi parler de ce qu'a dit à l'instant Marguerite Cazeneuve, mais aussi ce qu'a proposé, et on le porte depuis longtemps, ce qu'a proposé Jean-Philippe Vinquant hier. Je rebondis sur cette question des hospitalisations. Oui, on peut sortir du dilemme du prisonnier, où au fond, on voit bien que les LFSS qui arrivent, on va vers une nouvelle séance de rabotage de nos moyens. Alors que, en jouant sur la prévention, la limitation des chutes, de la dénutrition, en développant le tarif global, moi je suis content que la CNAM s'en aperçoive en fait. Enfin, ça fait 15 ans qu'on le dit. Alors j'espère qu'ils vont passer à l'acte. Elle nous l'a dit. Bon. Eh bien ça, c'est des vraies solutions. Mais il faut sortir, encore une fois, de cette logique de rabotage qui se met en place. Et puis, bien sûr, je ne peux pas ne pas dire que non seulement il y a un domaine où on n'avance pas, mais où on recule dramatiquement, c'est cette décision d'écraser de cotisations les établissements publics. Alors
pardon, parce que certains peuvent dire, mais nous, on n'est pas concernés. En fait, tout le secteur est concerné parce que le fait de charger la barque de l'assurance autonomie et de l'assurance maladie pour des sujets retraite, c'est une décision catastrophique. Mais je suis obligé de le redire, si on ne met pas à plat la fiscalité, les charges sociales des établissements publics, toutes ces belles innovations qu'on évoque, on pourrait aussi parler des gérontotechnologies, on pourrait parler de l'adaptation des établissements au changement climatique qui va devenir un impératif catégorique. Mais tout ça, ça suppose de se projeter. Et là, on est le dos au mur à essayer de gagner quelques mois de trésorerie avec la perspective, si vraiment les pouvoirs publics vont jusqu'au bout de cette idée d'augmenter dramatiquement les cotisations, de voir disparaître l'offre publique. Et donc il faut vraiment que dans les mois qui viennent, on revienne sur ce décret catastrophique et que, comme la ministre s'y est engagée, Madame Parmentier-Lecocq, en janvier dernier, on mette à plat et qu'on rétablisse l'équité sur cette question de la fiscalité entre les différents secteurs. C'est polémique envers personne, mais pour le secteur public, c'est un impératif catégorique. Alors, on va rester dans le secteur public avec vous, Emmanuel Sis. À cette même tribune, en 2021, lors des assises, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous aviez insisté sur l'immense chantier de reconstruction des EHPAD publics. Donc, un peu reconstruction dans tous les sens du terme, pas que les bâtiments. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est selon vous? Comment vont les EHPAD publics? Est-ce qu'ils vont mieux qu'en 2021, malgré ce que vient de dire Marc Bourquin? Et puis, est-ce que vous avez un outil qui normalement doit vous aider, les groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux, GTSMS, à chaque fois je me trompe, donc c'est pour ça que je préfère lire ma fiche. Voilà, est-ce que ça va vous sauver la vie définitivement ou pas? Merci beaucoup, et merci à nouveau pour l'invitation. Un jour sans fin. 2021, la situation était particulière. 2025, elle ne l'est pas franchement moins. À ceci près que les EHPAD se sont engagés dans des processus de dégradation de leur situation budgétaire et financière, ce qui là pour le coup est un particularisme qui n'existait pas à ce niveau-là en 2021. Au fond, ce qui nous étonne, ou en tout cas ce qui nous apparaît de manière évidente aujourd'hui, c'est que les grands choix structurants ne sont pas complètement faits. Et on est dans ce moment très particulier, en dépit, mais on l'a dit de multiples reprises, d'excellents rapports, de think tanks. On reste pour autant dans un brouillard et dans un moment où les lignes directrices ne sont pas véritablement tracées de manière très, très nette. La loi Bien vieillir, elle en est l'expression. Finalement, dans son titre, elle a appelé à une réflexion d'ensemble. Au final, et tout le monde a pu le reconnaître, elle n'a pas tout à fait atteint l'objectif, mais finalement, c'est en déclinaison de ce que je viens de dire sur une espèce de brouillard qui nous empêche réellement d'avancer. Et avec quelques procédés qui peuvent ici ou là interroger. Je voulais citer la création des 50 000 postes en EHPAD. Les directeurs d'EHPAD que nous sommes, et que je peux ici en partie représenter, constatent bien que les 6 500 postes que nous sommes censés ou appelés à créer en 2025, nous ne le ferons pas dans des situations budgétaires qui l'empêchent totalement. Donc il y a quelque chose qui nous met en porte-à-faux. Le reste à charge et le tarif différencié. Marc a raison, et la conférence, la CNDPA, a également validé le principe, à ceci près qu'on est dans une mesure qui est passée par décret et qui s'est privée en quelque sorte d'un débat là où on parle du reste à charge après le rapport Pires-Beaune, qui interroge quand même dans son procédé et dont il faudra mesurer vraiment, même s'il fallait y aller, les impacts territoriaux, localement, par bassin et à court et moyen terme. Ce n'est pas aussi simple que ça. La fin des CEPOM, qui est annoncée sans qu'elle soit aujourd'hui traduite, sont des éléments, tout ça, qui nous laissent à penser que des directions sont en train d'être prises, mais peut-être plutôt par des portes ou des petites fenêtres plutôt que par une réflexion d'ensemble. Et il ne faut pas oublier qu'avant de projeter, il faut avant tout sauver les meubles. Et c'est en ça que je voulais évidemment rebondir sur votre propos, puisque les EHPAD publics, comme bon nombre des autres catégories juridiques des établissements, sont en très grande difficulté budgétaire. 71% selon l'enquête de la FHF en 2024 sont déficitaires. Mais si on retire les aides
par le biais du fonds de soutien, ex-fonds d'urgence, c'est 10 points de plus. Donc on est à plus de 80% qui était en 2024 déficitaire. 2025, le risque, c'est lequel? On ne sait pas encore comment les atterrissages vont être constatés. Néanmoins, ce qu'on peut dire à l'avance, c'est qu'il y a quelques points de vigilance absolument essentiels qu'il faut avoir dans le viseur. Marc disait, à juste titre, la CNRACL. Comprenez bien, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, n'étant pas dans le secteur public, c'est plus 12 points de fiscalité, de cotisation en 4 ans. En 2028, nous serons à plus de 41%. Je traduis pour les établissements que je dirige. Alors certes, il y en a quelques-uns, mais ça représente plus 2 millions de charges au titre du groupe 2, de dépenses de personnel, en 2028, plus 2 millions. Autre élément de déstabilisation budgétaire 2025, l'absence... Juste sur ce sujet, vous êtes un peu compensé quand même sur une partie de ces sommes. Pardon, j'ai pas entendu. Vous êtes un peu compensé sur une partie. Vous avez parfaitement raison de le dire, ces 2 millions, 30% seront compensés par l'assurance maladie au titre du forfait soins. 70 ne le seront pas, et évidemment, donc, c'est la somme majoritaire qui sera non compensée. Des CNR, des crédits non reconductibles qui vont être en baisse de manière très importante, et puis aussi des évolutions de tarifs, hébergement et dépendance, dont on sent un frémissement au maintien, voire peut-être même ici ou là à la baisse. Donc on s'ancre dans une crise longue, et d'ailleurs, la terminologie, elle n'est pas anodine. On parle plus de fonds d'urgence, mais de fonds de soutien. Et est-ce que c'est satisfaisant d'ancrer les établissements dans une perfusion de longue haleine? J'en suis franchement pas certain. Alors quelques pistes quand même, on va essayer de trouver quelques zones de confort, au moins pour notre santé mentale, parce que tout à l'heure, quand on disait 50% des directeurs d'EHPAD envisagent de changer de métier, évidemment, tout ce climat dans lequel on se situe, l'absence de visibilité, l'absence de capacité à identifier ce qui nous permettra de sortir de la crise, est évidemment de nature à pas tout à fait nous mettre dans le meilleur des morales, vous vous en doutez bien. Quelques pistes néanmoins. Alors, chez nous, mais ça vaudra aussi pour le secteur associatif, on a le dispositif porté par la NAP, PERFEPAD. J'y reviens pas très longtemps puisque ça a été évoqué notamment par son directeur général. Juste un petit message quand même. Oui, bien sûr, c'est bien de faire du benchmark. C'est bien de se lancer dans des recherches d'amélioration de l'efficience. On sait tous les uns et les autres, sans se mentir, que ça ne permettra évidemment pas aux EHPAD de sortir de la crise. Et pour répondre à votre question sur les GTSMS, c'est un outil majeur sur les années à venir. C'est sans doute par là aussi que les EHPAD publics trouveront une manière de se réorganiser, de se repenser sur leur territoire. Et quand je parle d'EHPAD, c'est d'offres médico-sociales, bien évidemment, au-delà même des places d'EHPAD à proprement parler. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, jamais il ne faut penser que ça permettra de faire des économies importantes. C'est complètement faux, c'est illusoire, c'est vraiment un mirage complet. Et le dernier point sur le tarif différencié, je vous l'ai dit, mesurons quand même pleinement les impacts, parce que d'abord c'est à assez long terme, c'est plutôt à 5 ans qu'on va pouvoir le mesurer, donc ce n'est pas du très court terme. Et il y a aujourd'hui des situations d'EHPAD dont la trésorerie ne permet pas de payer les salaires du mois d'octobre ou du mois de novembre. Alors quelques pistes, encore, la fiscalité. Vraiment, il est urgent que la mission IGAS aboutisse pour mettre à plat les différents régimes et de voir dans quelle mesure, effectivement, ça ne concourt pas à un déséquilibre dans, finalement, l'espace, entre guillemets, concurrentiel des établissements. Je reprends l'excellente formulation de Luc Broussy, qui a ce talent immense. On ne peut pas courir le 100 mètres avec un boulet à chaque pied. C'est un peu le principe de cette fiscalité. Le PAI, il faut être en capacité d'investir dans nos murs. Nous avons, et ça, je reprends également votre question, un plan d'investissement qui arrive à son terme, mais pour lequel on n'a pas de visibilité quant à son renouvellement. Donc en fait, on se trouve dans un moment où il n'y a pas non plus de visibilité sur la capacité à engager un véritable plan de rénovation de notre parc qui a pris et qui continue de prendre beaucoup de retard. Donc tout ça fait que ça nous laisse quelques espoirs, mais menus, et rien ne pourra de toute façon se faire sans une réflexion globale, générale, dans le cadre d'un débat démocratique et d'une loi, qu'elle soit de programmation, qu'elle soit grand âge, peu importe le nom qu'on voudra bien lui donner, mais qui permette d'avoir une vision 360. Aujourd'hui, on pense toujours en petit bout par petit bout, dispositif par dispositif, mais jamais en transversalité. Et c'est effectivement sans doute une des limites majeures de nos réflexions actuelles.
Alors, vous avez parlé de PAI, ça tombe très bien parce que je voulais demander à Malik Le Baillon un petit bilan du Ségur de l'investissement parce que là, il y a eu quand même beaucoup d'argent qui a été mis sur la table au profit de beaucoup d'EHPAD. Donc voilà, déjà un petit bilan et puis effectivement, après le Ségur, il n'y a plus grand-chose, on a l'impression. Merci pour cette prise de parole. Peut-être, mais je pense que vous connaissez les chiffres, ils ont été largement publiés, donc c'est un rappel essentiellement, mais le Ségur de l'investissement, c'était 1,5 milliard d'euros dédiés au secteur du grand âge, mais pas qu'aux EHPAD. Sur ce 1,5 milliard, c'était 1 milliard d'euros pour les EHPAD. Et sur ce milliard d'euros, on était à peu près pour les 3/4 pour les EHPAD publics, ce qui notait aussi un taux de vétusté dans les EHPAD publics plus important qu'il ne l'est dans les autres offres. Donc l'ensemble de ces crédits ont été dépensés, consommés en 4 ans. Enfin, on peut aussi se réjouir qu'on ait réussi à opérationnaliser dans des délais aussi courts une somme aussi importante, ce qui ne résout pas la totalité des besoins de modernisation. On sait, on avait fait une étude en 2022 récente qui nous disait qu'on avait à peu près 60% des EHPAD qui avaient plus de 30 ans et dont un tiers n'avait pas engagé de travaux depuis plus de 20 ans. Voilà, je crois que ce chiffre en tant que tel résume la situation. Après, si vous voulez, on sait qu'à date, on n'aura pas 1,5 milliard de plus dans nos caisses pour pouvoir construire cela. Il faut aussi qu'on sache quelle est notre stratégie immobilière globale. Et c'est pour ça que la notion de bassin de vie, de parcours territorial est pour moi importante. Si c'est pour reconstruire l'établissement existant avec les mêmes chambres, avec les mêmes offres, je ne suis pas sûr que ce soit ce qui soit nécessaire. Et ce qui est certain, c'est que c'est coûteux. Donc on ne peut pas se priver d'avoir une réflexion territoriale immobilière pour pouvoir construire la bonne offre qui ne soit pas que de la rénovation, au-delà même de la question des EHPAD rattachés aux hôpitaux, des USLD qui sont aussi des sujets importants pour moi. On a quand même globalement à construire une offre qui ne doit pas être la même d'ailleurs selon les territoires, j'en suis assez persuadé. Et peut-être pour rebondir aussi sur la question du déficit des EHPAD, c'est compliqué pour la CNSA d'intervenir en la matière parce que la branche a le sentiment de faire beaucoup et d'aller au-delà de sa compétence déjà. Puisque sur la section soins, nous avons une proximité avec l'équilibre de plus en plus, je crois dans la plupart de vos établissements. Sur la section dépendance, le fait de proposer la fusion des sections, d'avoir un tarif et qui se dynamise, va permettre de réinjecter dans les territoires où malheureusement le niveau d'investissement était peut-être plus bas, une forme d'homogénéité et de la dynamiser. Et nous n'avons aucune compétence au niveau de la branche sur l'hébergement. Sur l'hébergement, pourtant, c'est là où la plupart du fonds payé par la branche est utilisé, c'est sur le déficit de l'hébergement. Donc nous avons le sentiment que chaque année, nous mettons plusieurs centaines de millions d'euros d'argent qui aurait dû aller sur le soin, sur les emplois dont on parlait, sur la dépendance, qui vient équilibrer un déficit de l'hébergement. Se pose donc une question fondamentale, comment équilibrer cette section hébergement ? Voilà, le député Guedj a évoqué la question de taxation. En fait, c'est quelle contribution pour les Français, jusqu'à quelle hauteur et avec quelle aide sociale pour celles et ceux qui n'en ont pas les moyens. Mais c'est la question, qui n'est pas une question de la CNSA finalement. Voilà, et qui est une question que vous pouvez tous avoir des idées, mais il n'y a personne sur cette tribune qui a la capacité de prendre une décision sur ce sujet-là. Mais restons quand même sur ce sujet-là, sur la question de l'hébergement. Olivier Richefou. Oui, moi j'ai quelques idées. Oui, allez-y. Peut-être par exemple que le poste de direction ne devrait pas être supporté uniquement par la section hébergement. Voilà, permettrait déjà en partie de faire financer par d'autres cette section, mais ça ne résoudra pas le problème. On est d'accord, ce n'est pas 1 ou 2 euros qui bougeraient les choses. Moi, je pense que les sujets, je crois beaucoup aux tarifs différenciés. J'ai beaucoup milité et depuis le début. Marc s'en souvient parce qu'on a eu des discussions avec la FHF extrêmement rapprochées sur le sujet. Et je crois même à la liberté, alors encadrée. Vous savez, dans mon département, je n'ai pas fixé, comme d'autres, une règle à 5%, 10%. Je veux que ce soit les établissements qui eux-mêmes fixent le tarif. Et l'assume. Je me bats aujourd'hui contre un certain nombre de directeurs qui continuent à écrire à leurs résidents « Le conseil départemental a décidé d'augmenter de 1,50 € le prix de journée ». Non, c'est vous qui, dans votre organisation, faites le choix de fixer un tarif qui vous permet de tendre vers l'équilibre.
Et donc ça, je pense que c'est un tournant qu'il faut réussir à prendre. Il y a un certain nombre de départements qui subventionnent les travaux, je voudrais quand même le dire. Hein. Mon département, on finance 20% de tous les travaux de restructuration dans les EHPAD. On les porte même à 25% quand ça permet de créer des UPHV. Parce qu'il ne vous a pas échappé que quand une personne handicapée vieillissante est dans un EHPAD, elle coûte un peu moins cher au conseil départemental. Donc on y a aussi tout intérêt. Donc je pense qu'il y a des mesures qui peuvent être prises. Et puis, moi j'ai observé, on n'a pas eu le temps d'en parler avec Maëlys encore, un aspect un peu curieux dans le cadre de la fusion des sections. Alors le point GIR est harmonisé, mais il y a une contribution qui reste à la charge habituellement du résident et qui dépendait du niveau de GIR. Sauf que là, c'est le même. Et donc on voit aujourd'hui, moi qui ai la chance d'avoir sur 4 parents, si j'ose dire, en prenant ceux de mon conjoint, 3 en EHPAD. J'ai demandé d'ailleurs si je pouvais avoir une réduction au directeur, mais il semble qu'il n'y ait pas de prix de groupe. Hein. Ça n'existe pas encore, mais s'il y a certains directeurs qui en ont fait, ça m'intéresse. Je plaisante bien sûr. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que la contribution est la même, quel que soit le GIR. Et donc aujourd'hui, la famille, le résident voit sa facture diminuer d'une façon assez surprenante. Donc si elle diminue, c'est sans doute une recette en moins pour les établissements, à moins que la CNSA, dans sa grande largesse, contribue ces montants. Mais si c'est le cas, c'était pas choquant que la contribution de la famille soit pas la même, enfin du résident, en fonction de son girage. Voilà, donc on a peut-être là une petite souplesse qui était utilisée avant et qui ne l'est plus aujourd'hui. En tout cas, je pense que cette mesure est une bonne mesure. Nous l'avions mis en place, nous, avant, à travers les conventions d'aide sociale, et je revendique le fait, et vous pouvez le vérifier, que dans notre département, il y a moins d'établissements en difficulté que la moyenne des autres départements, parce que ce réflexe a déjà été pris d'avoir ces tarifs différenciés. Et puis une dernière chose, je plaide pas pour ma paroisse là en disant ça. J'ai entendu les messages hier des départements qui sont pingres sur l'aide sociale à l'hébergement. C'est vrai, puisque c'est ce qui reste à notre charge. Mais j'essaie d'éclairer mes collègues présidents de département pour leur dire qu'il faut qu'ils regardent une chose. C'est pas seulement la dépense brute de l'aide sociale d'hébergement, mais la dépense nette. Parce que entre les sommes que l'on décaisse en effet et les sommes qui restent à notre charge, il y a quand même la participation de l'usager, il y a la participation des obligés alimentaires, les enfants uniquement et pas les petits-enfants, mais dans mon département, on n'a jamais appliqué aux petits-enfants. Et puis il y a les recours sur succession. Moi, je connais des départements qui ne regardent pas du tout les recours sur succession. C'est un peu comme les EHPAD qui ne font pas de dépôt de garantie. Voilà. Il y a un peu de recettes à aller chercher. Et quand je regarde dans un département comme le mien, entre le brut et le net, c'est divisé par 3. Or, souvent, mes collègues présidents de département regardent la dépense brute, mais ne regardent pas la dépense nette. Mais vous avez encore du boulot, parce que, vu ce qu'on a entendu hier, il y a plein de départements qui s'estiment un peu dédouanés. Maintenant qu'il y a le tarif différencié, ils se disent tout est réglé, c'est bon. Oui, j'en fais un peu partie. Je ne milite pas pour une augmentation de l'aide sociale à l'hébergement dans mon département, mais en tout cas, ce qui atténue les choses, c'est cette différence entre les recettes qui existent et qui font que l'impact sur les budgets des départements est peut-être un peu moindre que ce que la plupart des départements ont le sentiment de décaisser en réalité. Voilà. Merci beaucoup. Annabelle, effectivement, le nerf de la guerre, c'est vraiment l'hébergement. Et on a l'impression que tout ce que les acteurs médico-sociaux pouvaient faire, l'administration centrale, la CNSA, pouvaient faire, ils l'ont fait sur le soin, sur la dépendance. Ils ont essayé de bricoler des choses pour régler un peu ces sujets-là, mais l'hébergement, ce n'est pas de leur ressort. C'est vraiment une décision, là, pour le coup, politique, ce que vient de dire Maëlys Le Baillon. On fait payer quoi à qui ?
Enfin, voilà, et le résident doit payer quoi? Ça, c'est une question qui traîne depuis des années. Et voilà, et maintenant, on arrive au bout du bout, quoi. Effectivement, on arrive à une situation où c'était la seule solution, je rejoins ce qu'a dit Marc Bourquin tout à l'heure, la seule solution pour les établissements pour survivre à court terme, c'était effectivement de mettre en œuvre cette réforme du tarif différencié qui donne de l'air aux gestionnaires. J'ai le souvenir d'un débat animé en conseil d'administration de la FNADEPA il y a quelques années, avant que ce soit mis en œuvre, où on se disait, mais à un moment, est-ce qu'on doit se positionner pour cela, alors que dans le même temps, les Français nous demandent de faire attention au reste à charge, alors qu'il y a aussi des missions parlementaires qui vont dans ce sens-là. Donc il y a vraiment cet équilibre à trouver. Pour répondre aussi à ce que disait Olivier Richefou tout à l'heure, on avait encore jusqu'à il y a 2 ans des adhérents qui nous disaient « j'ai un tarif hébergement à 50 € par jour ». Pas de la volonté forcément de l'établissement, souvent des établissements publics ou en tout cas habilités à 100% à l'aide sociale, mais parce que le département gelait ou quasi gelait depuis des années. On était sur des taux d'évolution à 0, 0,5, 1%. Alors sur une année ça pèse pas beaucoup, mais au bout de 10 ans ça commence à peser terriblement et on avait donc un fossé qui s'était créé entre les charges finalement et la capacité à y faire face. Cette possibilité qui nous est offerte est salvatrice. Je pense qu'à court terme effectivement on sauve un paquet d'établissements. Maintenant, il faut aussi la mettre en perspective de la situation, notamment liée à l'investissement, ce qui a été évoqué tout à l'heure. On a des bâtis qu'on doit rénover. Et malgré l'investissement des départements, malgré l'investissement de la CNSA ou même de l'Union européenne, on a encore un escalier et plusieurs étages à monter. Je pense rien qu'aux résidences autonomie, la CNSA avait chiffré il y a quelques années le besoin d'aide à l'investissement à 1 milliard d'euros, quand le besoin... quand la somme allouée chaque année est de 30 millions d'euros. Donc on sait qu'il voilà, va falloir sérieusement accélérer sur ce sujet-là. Pour l'instant, qui paye l'essentiel de la rénovation? Mais c'est les résidents, c'est les familles. Donc d'avoir un tarif différencié qui permet de survivre, c'est bien. D'avoir la possibilité de continuer à investir, c'est très important. On sait que ça va peser dans le reste à charge quand on fait une opération de rénovation complète. La question qui se pose derrière, c'est la soutenabilité. Ce que l'on ne souhaite pas, c'est d'arriver à un point où des résidents, des familles, en établissement comme à domicile, disent « ça coûte trop cher, je ne peux plus me payer l'EHPAD ou je ne peux plus me payer le domicile ». On a aujourd'hui des adhérents qui nous disent « on a des diminutions des plans d'aide à domicile parce que c'est devenu trop cher, les gens préfèrent réduire un petit peu ». On ne voudrait pas effectivement arriver dans quelques années à un reste à charge qui est tellement élevé que les gens renoncent à être accompagnés à domicile, en établissement, quel que soit l'établissement. Et c'est finalement ce point de vigilance-là sur lequel il va falloir vraiment prêter une grande attention. Et on en revient au même point de départ. Il va falloir mettre les moyens d'accompagner correctement les personnes âgées parce que ça va coûter plus cher. Des gens qui ne sont pas bien accompagnés en EHPAD, en résidence autonomie, en habitat intermédiaire, c'est des gens qui vont aller plus facilement à l'hôpital, qui vont être transférés dans des services qui coûtent plus cher à l'assurance maladie. Et à chaque fois qu'on a tenté d'avoir des chiffres très précis sur finalement combien on fait économiser en système de santé, eh bien on a rarement réussi à trouver de la documentation précise sur ce sujet-là. C'est peut-être aussi un levier de conviction des pouvoirs publics. Justement, sur Maëlys Lebaillon à la CNSA, vous réfléchissez à ce sujet-là? On réfléchit à beaucoup de choses avec chacun des acteurs autour de cette table qui savent qu'on essaye de porter au débat les mesures. Oui, évidemment qu'on y réfléchit et qu'on y réfléchit aussi avec la CNAM dans le cadre des coopérations qui sont celles de la sécurité sociale. De mon point de vue, si vous voulez, on a encore, y compris dans le sanitaire, une segmentation qui ne nous aide pas. Les CPTS sont une belle avancée, j'espère qu'elle va nous permettre de décloisonner, mais on a encore la HAD qui est trop attachée à l'hôpital et à la sortie d'hospitalisation, mais qui ne va pas se projeter chez vous dans les EHPAD, qui ne vient pas au domicile. On a chez nous des dispositifs de coordination, les DAC, qui vivent de façon très autonome, en plus ou moins grand lien avec le reste du sanitaire. Bref, le cloisonnement, il est mortifère et je pense qu'on n'a plus les moyens de se le payer. Donc ça, c'est vraiment la logique du SPDA et je remercie Olivier d'avoir soutenu pour Département de France sa généralisation. On considère, et je pense que j'ai fait à peu près une 50aine de visites de département cette année, que c'est la clé pour nous permettre que cette coopération se fasse à l'échelle d'un territoire de façon efficiente et efficace entre le sanitaire et le médico-social. Encore faut-il qu'il y ait de la volonté politique et pour ça j'ai besoin des départements. Parce que je vois très bien que lorsque le président de département prend le sujet à cœur et qu'il construit une stratégie avec l'ensemble des acteurs, on y arrive. Et puis dans d'autres endroits, ça reste encore une politique qui n'est pas irriguée par de la volonté politique. Et malheureusement, ça reste plus compliqué à ce niveau-là. Donc on a besoin des présidents de département pour nous aider.
Alors, il y a une question qui revient dans les questions que vous avez posées grâce au QR code, qui est autour de la simplification. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, comme on est allé au bout de tout ce qu'on pouvait faire, peut-être que maintenant, il faut ce qui a été dit un peu, c'est-à-dire laisser des coups des franches aux opérateurs pour qu'ils puissent travailler sans trop, avec moins de contraintes, et leur permettre, si ce n'est de gagner des petits sous à droite à gauche, au moins d'offrir une offre cohérente telle qu'ils pensent qu'elle doit être sur le territoire. Bref, je suis un peu longue, tout ça pour dire que si vous aviez, vous, une mesure de simplification qui vous tient à cœur, que vous voudriez vraiment qu'elle soit mise en place, laquelle serait-elle? Je commence par vous, Charles Guéprat. Écoutez, il y en a évidemment plusieurs. On a parlé un petit peu de simplification autour du CEPOM. Ça peut être aussi un levier important de simplification et puis de redonner du sens et de la chair à ce contrat d'objectifs qui doit en être vraiment un, avec éventuellement quelques moyens. Si on veut redescendre un peu au niveau plus opérationnel, l'allègement autour des coupes matos et l'injection d'outils d'intelligence artificielle pour aider justement à la réalisation de ces coupes pourrait être aussi une initiative intéressante, et plus globalement un allègement autour des appels à projets. Je crois qu'on en parlait tout à l'heure. Maintenant, les adhérents, en tout cas les nôtres, vérifient le coût-avantage, le coût de l'instruction et le coût de la réponse au projet versus ce qui va être récupéré. Et quand souvent on va gagner plus d'argent à ne pas répondre à l'appel d'offres, on n'y répond pas, compte tenu de ce qu'il faut mettre en œuvre souvent pour des petites structures pour répondre. Voilà, en quelques mots. Emmanuel Sis. Très rapidement, 5 points. Un pathos tacite. Donc, je pense que tout le monde comprend. Une fusion soins-indépendance généralisée. Une gouvernance clarifiée. Un CEPOM simplifié mais maintenu. Et puis là, le truc un peu compliqué, mais pour le coup, Marguerite Cazeneuve semble avoir ouvert une porte, des sous-ondames qui soient regardés avec un peu plus de souplesse et qui permettent des fongibilités de manière plus intelligente, puisque aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Merci. Il faut être aussi concis que Emmanuel Sis. Marc Bourquin, je sais que ça va être difficile pour vous, mais... Comme il a dit les 5 que je voulais dire, il va falloir que j'en prenne d'autres. Une autorisation par file active, c'est-à-dire qu'on puisse en changer entre SIAD, accueil de jour, voilà, je ne développe pas, je n'ai pas le droit. Deuxièmement, je ne sais pas si ça c'est une simplification, mais sur l'investissement, la discussion elle est intéressante, mais il faut sanctuariser des ressources d'investissement au sein des ressources de la CNSA. Et troisièmement, je rebondis sur ce qui a été évoqué tout à l'heure, l'hébergement, ça doit être le gîte découvert. Donc il faut revoir la frontière entre le forfait soins dépendance et l'hébergement pour enlever, oui c'est un chantier à long terme, mais pour enlever à l'hébergement ce qui ne relève pas de lui. Et là on dégagera des marges de manœuvre pour investir et pour maîtriser le reste à charge à long terme. Merci Annabelle. C'est difficile de parler après toute cette longue liste à laquelle je souscris pleinement. Clairement, il y a un enjeu de simplification administrative, mais peut-être pour ne pas redire ce qui a déjà été dit sur la gouvernance d'ailleurs, qui est essentiel, c'est la question du nombre d'acteurs. Ok, il y a les DAC qui ont été créés, mais je suis assez effarée de voir les CPTS, les DAC, les PTA, les CLIC, les MAIA. On s'y perd en acronymes finalement. Et à un moment, les acteurs se mobilisent ici ou là, et je pense qu'on disperse un petit peu trop de force en coordination, en coordination, en gestion coordonnée. Je pense, on l'a vu sur les hôpitaux, les GHT, les GTSMS, etc. Attention à ne pas créer des millefeuilles. Je pense qu'en France, on souffre beaucoup de ça, de l'empilage de couches, sans jamais vraiment simplifier là où il y a besoin. Les coordonnateurs de coordonnateurs, comme vous disiez. Jean-Christophe Amarantinis. Oui, rapidement. 3, coût zéro. Autorisation unique. Donc ça, vous savez que c'est le cheval de bataille et on rejoint Marc. Ensuite, élargissement du forfait soins, à la fois pour prendre en charge les nouvelles dépenses qui ont été intégrées, notamment lorsque les établissements ont été rénovés. On a de plus en plus de plateaux techniques d'infirmerie, donc bon, on pense que ça serait quand même opportun que l'assurance maladie finance ces charges-là.
Ça aurait aussi le mérite d'alléger la pénibilité du personnel, puisqu'on demande aussi à intégrer dans ces forfaits soins, vous le savez, des secrétaires médicaux, des préparateurs en pharmacie. Voilà. Et ensuite, la VAE, et notamment les jurys de VAE, ça aussi c'est notre cheval de bataille. Donc on souhaite que le nombre de jurys VAE augmente considérablement pour former des aides-soignantes. Et pour cela, nos directeurs sont prêts à s'engager de manière tout à fait bénévole. Voilà, 3 mesures. Merci beaucoup. Olivier Richefou, vous aussi, vous avez droit à votre mesure de simplification. Il y en a une, mais elle a déjà été citée, c'est l'accueil de jour. Je pense que pour prendre en charge notamment le soutien aux aidants, il faut que chaque établissement puisse s'organiser pour faire de l'accueil de jour à son rythme. C'est des ressources supplémentaires, d'abord, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de personnel spécifique. Il faut arrêter avec des WC séparés, enfin voilà, tous ces trucs-là qui emmerdent tout le monde. Mais je vais en donner une autre. L'intégration de l'intelligence artificielle. Quand 75% du temps passé par les directeurs, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est sur des questions de gestion de personnel, de ressources humaines, de faire des tableaux, etc., il faut vraiment très vite intégrer ces nouveaux outils qui permettront de soulager les directeurs et les équipes d'un certain nombre de tâches. Je rappelle qu'avec la fusion des sections, on les a déjà simplifiées, puisque vous n'avez plus de comptes à rendre au département, et donc pas du tout de tableau à rendre de ce côté-là. Mais l'intégration de l'intelligence artificielle va sans doute soulager sur le plan administratif. Maëlys Le Baillon, vous aussi, vous avez droit à votre mesure de simplification. Simplifier. Compliqué de simplifier au niveau de la CNSA sans avoir la DGCS à mes côtés, parce Oui. que je ne voudrais pas Mais profitez-en, ils sont prendre des pas là. engagements qui ne pourraient pas être tenus. Vous ne direz rien. Non, très clairement, je pense que de notre point de vue, Caisse nationale, il y a un sujet de gouvernance qui n'est toujours pas très clair sur la construction du secteur de l'autonomie. Et donc, je pense qu'il faut qu'on aille aussi, à travers la simplification de la gouvernance, sur la simplification de vos interlocuteurs territoriaux. C'est fait partie des combats auxquels je crois beaucoup sur ce qu'on appelle le décroisement des financements, la capacité à construire ensemble à partir de responsabilités qui sont bien identifiées par tous. Ça peut être la chose. Et puis, simplement dire que tout ce qui a été dit, on le partage dans nos diagnostics aussi. Donc, il y a assez peu de choses. Bon, quand vous dites que Pathos ne coûterait rien, j'ai peut-être une légère limite sur ce coût zéro annoncé par l'ensemble des gestionnaires. Mais au-delà de cette mesure, je pense que c'est en effet du bon sens que de poursuivre les propositions qui sont les vôtres. Annabelle, vous vouliez réagir à ce que a dit ? Je voulais juste rajouter un mot parce que ça nous a beaucoup hérité, j'y ai pas pensé juste avant, c'est la question de la multiplication des enquêtes. En fait, ça devient insupportable dans le secteur. La semaine dernière, on avait une réunion, on l'a transmis l'info à nos adhérents sur les emplois où on va demander, a priori, parce qu'il n'y a pas assez d'enquêtes sur les emplois vacants en France, menées par Pôle emploi, menées par les ARS, menées par l'adresse, etc. Il va y avoir une très grande enquête trimestrielle, puis annuelle, dont les résultats vont prendre, dont les réponses vont prendre 38 minutes à remplir, où on va devoir quantifier à la minute près combien il nous manque de TP, d'AS, d'IDE, etc. Ça devient insupportable. À la FNADEPA, j'avoue qu'on a toujours soutenu les enquêtes qui ont du sens, qui permettent d'avoir une visibilité sur le secteur. Je pense notamment à l'enquête EHPA, quand elle est calibrée, qu'elle a lieu tous les 4 ans. On incite nos adhérents à y répondre. Mais à un moment, trop, c'est trop. Il y a des enquêtes ailleurs dont les résultats sont partageables. Et ça serait peut-être bien que tout le monde apprenne à communiquer. L'IA, ça peut peut-être aussi servir à ça. Alors, il y a beaucoup d'enquêtes qui viennent de chez vous, de la CNSA. Directement aux ESMS, je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça qui aillent à la CNSA. Qui aillent dans les départements, oui, beaucoup, dans les agences régionales de santé aussi, mais je crois, mais démentez-moi, que la CNSA adresse assez peu. On a travaillé là en ce moment, vous allez avoir une étude nationale de coûts sur l'aide à domicile, mais nous finançons les services domicile qui participeront à cette étude nationale de coûts pour pouvoir construire ensemble une nouvelle tarification potentielle un jour des services d'aide à domicile. Donc c'est plutôt positif en général. Alors, on a une question, là on a parlé de l'offre de manière nationale, macro, et on a une question de l'une d'entre vous dans la salle qui est plutôt axée sur les départements d'outre-mer, où il y a effectivement une spécificité par rapport à l'Hexagone, notamment en matière de création de places d'EHPAD. Est-ce qu'il y a, comme il y a une spécificité des besoins, est-ce qu'il y a aussi une spécificité de l'offre qui est programmée ? Maëlys Le Baillon. Je
pense que les collègues pourront aussi contribuer sur leur propre champ, mais oui, il y a une spécificité culturelle d'ailleurs. Je pense que l'institutionnalisation est beaucoup moins présente culturellement qu'elle ne l'est en territoire hexagonal. Donc c'est très intéressant quand on se déplace pour nous de voir comment les départements ultramarins ont déjà réfléchi le parcours domiciliaire de façon très différente de ce qui peut exister chez nous. Ça nous inspire d'ailleurs en termes d'avancée. Il y a un deuxième sujet, c'est qu'on a des maladies neurodégénératives dans certaines zones qui sont beaucoup plus présentes qu'elles ne le sont aussi sur le territoire hexagonal. Donc il faut qu'on arrive aussi à structurer une offre différente. Et puis l'accessibilité géographique d'un certain nombre de lieux. Guyane, par exemple, pour ne pas la citer, fait partie des enjeux où malheureusement le fonds d'aide à la mobilité est assez insuffisant pour traverser la jungle guyanaise. Donc oui, il y a forcément des spécificités. Nous, on les prend en compte au niveau de la CNSA par une majoration des coûts de fonctionnement, et y compris sur les questions de l'aide à domicile, y compris sur l'ensemble des points qui sont les nôtres. Systématiquement, il y a une majoration ultramarine. Et au niveau aussi de la programmation de l'offre ? Oui, il y a des plans de rattrapage ultramarins. Nous, cette année, on a un plan d'aide à l'investissement qui va être spécifique sur les Outre-mer et qui est beaucoup plus majoré qu'il ne le serait sur un territoire hexagonal. Donc on a vraiment à chaque fois à cœur de pouvoir construire. Après, peut-être sur les limites qui ne relèvent pas de la caisse, mais on a du mal parfois à trouver des porteurs de projets territoriaux, à les financer, avoir des opérateurs qui construisent l'offre. Ça fait partie aussi des nécessités d'appuyer l'ingénierie de projet des acteurs locaux sur lesquels il y a une fragilité encore. Merci. J'ai une autre question pour vous, Maëlys Le Baillon. Décidément, vous n'êtes pas venu pour rien, au moins. Sur l'habitat intermédiaire, notamment l'habitat inclusif, puisque c'est votre cheval de bataille à la CNSA, votre dada, sur lequel vous travaillez beaucoup. Il y a eu le Conseil d'État s'interroge sur une éventuelle requalification de cette offre en offre médico-sociale. Enfin voilà, est-ce que qu'est-ce que vous en pensez ? Il était censé y avoir aussi des rapports qui devaient sortir. D'ailleurs, un où vous deviez travailler, mais qui était conditionné à 2 autres qui sont censés sortir. Voilà, expliquez-nous un peu où on en est sur ce sujet. On va refaire l'histoire. Oui, c'est vrai que quand je suis arrivé il y a 1 an, ce sujet m'est apparu très très urgent. On s'est dit qu'on ne pouvait pas attendre. Donc avec l'accord du président de la CNSA, on a travaillé au sein du conseil où nombre d'entre vous sont représentés pour auditionner tous les acteurs qui travaillent sur ce champ et construire un avis du conseil qui sera mis au vote en octobre prochain et que je vous incite à lire. Parallèlement, on a souhaité saisir le Conseil d'État parce qu'on voit la fragilité juridique d'un certain nombre de ces structures, et donc l'avis du Conseil d'État a été rendu public par le gouvernement et je le remercie, ça nous permet vraiment de pouvoir diffuser largement. Et l'avis du Conseil d'État nous dit une chose assez simple, finalement. Un logement, un habitat, c'est un habitat dès lors que vous pouvez décider qui intervient dans ce logement en tant qu'habitant. Un ESMS, malheureusement, vous n'avez pas la libre décision des personnels qui vous accompagnent dans cet ESMS. Je résume, je caricature à outrance. Ça nous a permis de sécuriser l'idée que l'habitat intermédiaire, quelles que soient les qualités des professionnels qui interviennent, dès lors que les habitants avaient le libre choix, on était sur de l'habitat et du logement. Et je crois que c'est assez structurant, simple mais structurant. Et en parallèle, donc, il y a une mission de l'Inspection générale des affaires sociales et du CGEDD, donc du ministère du Logement, sur les modèles économiques de ces différentes structures et les modèles juridiques, tant pour faire évoluer le droit de l'habitation que le droit social, qui doit remettre ses travaux d'ici la fin de l'année. Et pour couronner le tout, le gouvernement a souhaité, avant qu'il ne passe en affaires courantes, me confier, ainsi qu'à Marianne Carmoil-Berthomé, directrice des politiques sociales de la Caisse des dépôts, une mission d'agglomération de l'ensemble de ces sujets pour proposer une stratégie de développement très opérationnel en lien avec les territoires de cet habitat intermédiaire. Voilà, et j'en profite pour vous dire que Geneviève Manarino, qui est présente dans la salle, que vous connaissez au titre de ses anciennes fonctions de vice-présidente du département du Nord et conseillère spéciale du président de la CNSA, a une mission de sensibilisation des élus que je lui ai confiée, maire, président de département, pour aller porter la bonne parole sur ce dispositif encore trop méconnu. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Je demande à Luc de venir nous rejoindre pour clôturer cette table ronde. Merci à tous, mais restez là. Non, juste, je ne suis pas Catherine Vautrin, qui devait conclure, et vraiment elle en avait envie parce que quand je l'ai vue au mois de juillet, elle avait considéré que le mois de septembre était la bonne fenêtre de tir entre les vacances et le PLFSS pour enfin ouvrir
la séquence personnes âgées qu'elle avait promise en mars, en avril, en mai, en juin. Voilà. Mais septembre, ça ne pourra pas être possible puisqu'elle ne prévoyait probablement pas au mois de juillet ce qui allait se passer fin août, et personne d'ailleurs ne l'avait prévu. Voilà. Donc, pour la deuxième année consécutive, on vous l'a dit, les membres du gouvernement ne sont pas présents. Ce n'est pas qu'ils ne le voulaient pas d'ailleurs, hein. Ils ont presque failli venir sans mandat. Mais enfin là, soyons sérieux, ils ne pouvaient pas être là. Mais vous voyez au fond la logique de toutes ces journées, de ces heures passées ensemble depuis hier matin, c'est qu'on a sûrement besoin un peu de l'État de temps en temps. On a besoin de quelques ministres qui fixent un cap. Certains me disaient aussi que ça fait longtemps que des ministres se succèdent à cette tribune sans rien dire, donc autant qu'ils ne soient pas là. Mais vous avez vu aussi la richesse des réflexions depuis hier. En réalité, aujourd'hui, il n'y a plus un système dans lequel l'État ordonne et les citoyens suivent. Donc, on a bien vu la complexité de tous ces sujets et que chacun, d'une manière ou d'une autre, est moteur dans ces évolutions. Et c'est peut-être ça le plus réjouissant, finalement. C'est que l'évolution de ce secteur ne dépend en réalité de personne, mais de tout le monde. Ça a été dit hier, notamment dans le débat entre Guillaume Pepy et David Jaïz. Et j'en termine là-dessus, c'est-à-dire que vous avez vu la physionomie qu'ont pris nos assises. Vous savez, chaque fois, dès qu'on est au mois de février, mars, avril, on commence à penser à vous, en se disant qui va-t-on inviter, quoi, comment, quels intervenants un peu originaux vont venir. Et vous avez été, je crois, égatés et surpris aujourd'hui et hier d'interventions comme celle évidemment de Claude Askolovitch, de Julia Deck, de Delphine Horviller, ou hier de David Jaïz et Pepy, sur la capacité de la société à réfléchir à ces sujets-là sans être des spécialistes. Ils sont venus devant vous et ils vous ont donné une vision dont je sais qu'elle vous a plu, puisque vous avez été nombreux à nous le dire depuis ce matin et depuis hier. Voilà, ça je crois que c'est une des richesses de notre secteur, pas seulement de nos assises, mais de notre secteur en général. C'est qu'il y a une multiplicité de réflexions et que tout ce qui vient de la société civile est bon à prendre pour vous, et vous allez repartir pas seulement avec des informations essentielles sur les concours de la CNSA, sur la fusion soins-dépendance, vous êtes venus aussi pour cela, mais vous voyez aussi que la société s'intéresse aux EHPAD, s'intéresse au vieillissement par de multiples bouts, et que voilà, et j'espère que c'est ça que vous allez capitaliser, et que nous serons tous ensemble, les fédérations évidemment, vous avez vu que hier, au-delà des fédérations ou à côté des fédérations, d'autres acteurs avaient décidé de prendre leurs responsabilités de chefs d'entreprise, de responsables associatifs pour faire un pacte dont les mesures seront détaillées dans les prochains jours. Enfin bref, les initiatives arrivent, elles ont vocation à irriguer la réflexion publique. Et le seul vœu qu'on a aujourd'hui, au fond, quand on voit la richesse de ces 48 dernières heures, c'est de se dire qu'à un moment donné, quel que soit le ou la ministre à venir sur nos sujets dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, eh bien, tout ce qui a été dit depuis hier puisse effectivement irriguer la réflexion de la puissance publique. La puissance publique, elle était là. Maëlys Le Baillon aujourd'hui, Dujol hier, le directeur général de la HAS, de la NAP, j'en oublie. Voilà. Bref, tout le monde était là. Et donc l'État est présent, même si les ministres n'étaient pas là. Et vous voyez bien le dialogue qui s'est instauré là. En réalité, tout le monde poursuit le même objectif, n'a pas les mêmes moyens pour le faire, mais il y a aussi une fluidité réelle entre, regardez ce matin Yann Bubien, directeur général de l'ARS, qui était tout à fait en phase avec les professionnels qui étaient à ses côtés. Donc voilà, c'est ça qu'il faut aussi retenir, c'est que plus que hier peut-être, nous sommes tous ensemble connectés pour améliorer la question, enfin, pour améliorer le sort de notre secteur. Rappelez-vous encore, hein, il y a quelques années, les fédérations étaient là pour dire l'État, il n'y a pas assez, on veut plus. Bon, on voit bien que ce caractère binaire dans la confrontation est moins présente d'année en année, et qu'on essaye ensemble de trouver les voies de l'amélioration à court terme. Ça a été le cas là maintenant à travers des débats peut-être plus techniques et plus présents. Ça a été le cas hier avec Clément Beaune qui, lui, réfléchit à 2035-2050. Voilà, on a essayé de développer toutes ces facettes-là. Je voulais remercier à la fois toute l'équipe de Planète Grise,
parce que vous avez été accueillis, vous avez été conduits, vous avez été entourés tout au long de ces 2 jours par notre petite équipe. Hein. On n'est que 8 ou 9 à Planète Grise, c'est pas une multinationale très imposante, donc, mais on a essayé de vous concocter 2 jours intéressants et où vous vous sentiez bien. Je veux évidemment remercier l'ensemble des entreprises en haut, là, au premier étage, que vous avez beaucoup visité, je crois qu'ils sont contents, et j'espère que vous l'êtes aussi, mais ça participe aussi de l'équilibre économique de rencontres comme celle-ci. Et je veux évidemment remercier toutes les fédérations, celles qui sont présentes et celles qui étaient là hier, parce que toutes les fédérations jouent le jeu. C'est pas évident, hein. Il y a un patriotisme de fédération. Eh bien, ces assises ont cette caractéristique depuis 2016, depuis qu'elles sont créées, d'avoir à chaque fois le concours de toutes les fédérations, presque toutes contentes d'y participer, contentes de faire la promotion auprès de leurs adhérents. Et c'est ça qui permet aussi que dans cette salle, pendant 2 jours, il y a des directeurs du public, de l'associatif, du commercial, il y a des ARS, il y a des conseils départementaux, il y a des agents de l'État, et que tout ce monde-là, pendant 48 heures, peut discuter, échanger, dialoguer. C'est une des raisons pour lesquelles on est à chaque fois fiers de vous proposer et ce programme et ce parterre de personnalités. Voilà, j'en termine là. Je vous donne évidemment rendez-vous l'an prochain à une date que nous allons fixer rapidement. Mais vous voyez que dès qu'un ministre arrivera, il y aura un véritable foisonnement, un programme, il y a une véritable attente. Et au vu de tout ce qui s'est dit, il y avait peut-être plus de directeurs d'EHPAD à l'extérieur de cette salle qu'à l'intérieur. En proportion, c'est à peu près logique. Mais il faut vraiment que tout ce qui a été dit soit su. Et donc, dès la semaine prochaine, toutes les séquences seront en capsule vidéo, très largement diffusables. Profitez-en. Ceux qui n'étaient pas là pourront regarder ces débats, mais vous-même, vous pourrez les diffuser. Elles seront sur YouTube. Et par la voie des mails que vous nous avez adressés, nous enverrons non seulement tous les graphiques, les PowerPoint, tout ce qui a été diffusé depuis le début de ces assises, mais aussi ces capsules vidéo qu'on décortiquera au fur et à mesure. Hein. Donc toute la semaine prochaine, vous aurez ces capsules vidéo. Et peut-être faudra-t-il évidemment faire une synthèse de l'ensemble de ces travaux. On va s'y atteler aussi pour essayer d'extraire les propositions faites par les uns et les autres pour que ce soit un bon guide d'action pour le ministre qui sera nommé dans quelques jours.